7. Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 12e semaine consécutive de NFL. Nous, on n'est pas en pause, pas comme les Falcons, les Saints, les Bengals, les Jaguars, les Bills, les Scooby et les Olivier Rival. On ne sait pas ce qu'ils font, ils nous disent qu'ils travaillent, mais on sait qu'il fait trop froid, tout ça. Ouais. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent joyeusement l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets bouillants de la NFL et aussi d'autres. N'est-ce pas, FMB? Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Bien entendu, tu likes la vidéo, tu envoies le lien à ta grand-mère, tu nous fais un petit coucou en commentaire, tout ça. Sans plus attendre, voici notre équipe d'experts. Vous m'entendez pas? Vas-y. Si. Non, voilà, je renvoyais sur les liens potentiellement que tu as à mettre à l'écran, mais je pense que non. Il n'y a pas le budget pour ça, pardon. Ah ouais, ça va. Voilà, Greg avec son salaire de M6, va nous financer le futur studio de Prono NFL et de Touchdown et Tartiflette, n'est-ce pas, Greg? Enfin, on va avoir un truc décent, ça a changé. Salut Rico. Salut. Donc voilà, donc ce week-end, tu commentes Indianapolis, Détroit. C'était pas la semaine dernière qu'il fallait commenter Détroit plutôt? Pas pour les fans des Jags, mais je sais pas. Après pour Indianapolis, ça aurait été sympa la semaine dernière pour le coup. Oui. Après pour le coup, on va pas dénigrer. Je pense que ça va être un match plus intéressant que ce qui paraît, mais pour ceux qui ont vu les affiches de 19h, il n'y avait pas non plus énormément de duels au sommet. Donc je pense qu'on s'en tire pas si mal que ça avec ce Colts Détroit et cette opposition de style entre la défense d'Indy et l'attaque des Lions. Voilà, c'est notre expert international, Rémi, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, mon cher Rico? Ça va. Voilà. Et notre expert historique, préhistorique même, je dirais, FMB, bonsoir. La préhistoire. Bonsoir à tous. Voilà, lui il joue au football américain quand le football américain était encore en noir et blanc. Voilà. Ce soir, 4 matchs pour toi, Ravens aux Chargers, Cardinals aux Seahawks, Vikings aux Bears, les Rams aux Eagles. FMB bosse comme un fou pour ce soir puisqu'il te fera le Survivor Quiz et surtout, il va nous parler de Brock Purdy. On est tous impatients. Mais tout d'abord, un sujet que Rémi voulait aborder. On est en week 12. Est-ce déjà la fin de la course au playoff? Bah écoute, la question se pose. En tout cas, de chaque côté, on a un nombre d'équipes, 7 de chaque côté, qui sortent un peu leur épingle du jeu. Alors, ça reste ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes qui, pour moi, sont un peu sous-classées. Je pense notamment aux 49ers qui, pour le moment, ne sont pas qualifiés pour les playoffs avec une fiche de 5 victoires pour 5 défaites. Au niveau des premières places, je pense que ça va être compliqué d'aller titiller les plus gros. Je pense que les Lions et les Eagles sont d'ores et déjà tranquilles. Les Vikings, qui devront passer par la case wildcard, sont, à mon avis, aussi tranquille au niveau de la qualification. De l'autre côté, c'est un peu pareil avec les Chiefs, les Bills et les Steelers, qui m'étonnent, je dois bien le dire, même si j'ai l'impression que ça peut s'effondrer comme un château de cartes à tout moment. Mais par contre, dans la course à la 7e place, il y a Denver qui est là, pour le plus grand plaisir des FMB. On a les Dolphins qui sont derrière, mais qui ont déjà un petit peu de retard. Donc pour moi, de ce côté-là, du côté de l'AFC, ça m'a l'air un petit peu plus figé. La défaite des Bengals la semaine dernière joue beaucoup dans ce que j'avance, parce qu'avec un bilan de 4-7, je les vois mal s'en sortir. Ils n'ont tout simplement pas les armes pour être assez réguliers à sortir de ce trou. Un peu pareil pour les Jets qui sont à 3-8 pour le plus grand plaisir de Scooby. Et donc voilà, je pense que la course va être très intéressante parce que les places ne sont pas figées. La défaite des Chiefs fait que cette première place en AFC va être serré jusqu'au bout. La lutte peut être serrée, même si le calendrier des Chiefs est assez simple. Je pense qu'on a constaté qu'ils pouvaient faire un faux pas à tout moment. Et de l'autre côté, je suis très curieux de voir comment vont réagir ces 49ers après une nouvelle défaite. 5-5, le bilan est compliqué. Heureusement, ils sont dans une division qui est très ouverte avec des Cards qui sont en tête avec 6 victoires pour 4 défaites. Mais en attendant, la course au playoff du côté de la NFC est peut-être un peu plus alléchante que du côté de la FC. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes deux comparses. Comparse télévisuel.
Ah, carrément, attends, c'est mon label maintenant. Comparse Non, je rejoins globalement ce qu'a dit Rémi. C'est vrai qu'il y a des équipes qui se détachent du lot. Je mettrais 2 petits bémols. Je pense que, en effet, c'est plus une bataille par division qui semble intéressante aujourd'hui et forcément principalement la NFC West. Je serais d'ailleurs pas étonné que le match en prime time en week 18 soit une confrontation entre deux équipes de cette division, parce que je pense que ça va vraiment se battre jusqu'au bout, notamment je pense entre les Cards et les Niners pour la victoire. Les Niners sont à 5-5, tu le rappelais, mais ils ont quand même 2 déplacements qui s'enchaînent là chez les Packers et chez les Bills. C'est quand même mieux en termes de déplacement pour se refaire la cerise, mais ils pourraient quand même avoir une fin de calendrier qui pourrait leur permettre de finir en boulet de canon, donc ce sera quand même à surveiller. En AFC, j'enterrerais pas complètement les Bengals, qui, à mon sens, ont quand même un calendrier. Alors, c'est vrai qu'il y a les déclarations un peu troubles, encore et toujours, de Jamar Chase ces dernières semaines, et qui incite à se demander s'il va vraiment pas y avoir une division un peu trop importante au sein du vestiaire susceptible de mettre à mal la gestion de Zach Taylor. Mais en soi, ils ont des adversaires un peu plus abordables au calendrier. Ils sortent quand même d'un match où ils sont pas passés loin de renverser les Chargers. S'il n'y avait pas eu autant de déchets au pied, ils vont recevoir Denver également, ce qui n'est pas négligeable potentiellement dans cette bataille pour les wildcards. Mais après, je te rejoins, c'est sûr qu'à mon sens, je pense qu'on a globalement une photographie des 7 équipes AFC aujourd'hui qui semble se dégager assez nettement. Et après, en NFC, voilà, comme tu le disais, hormis ce spot d'NFC West, alors je ne vendrai pas la peau de l'ours tout de suite concernant Atlanta parce qu'on voit que d'une semaine sur l'autre, c'est quand même très, très délicat. Et voilà, même si les Bucks sont beaucoup diminués, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais voilà, je pense qu'on a quand même 5-6 spots relativement assurés également dans la conférence nationale. FMB? Ouais, je dirais, pour moi, il y a quelques surprises quand même. Dans la AFC, les Steelers sont assez bien placés. Ils progressent de semaine en semaine. Et je pense qu'ils risquent d'aller loin aussi. Donc, et côté NFC, alors c'est vrai que les Falcons, c'est un peu la surprise aussi pour moi. Mais surtout les Cardinals, parce que je ne les voyais pas aussi haut, surtout après l'année dernière où c'était un peu catastrophique. Et là, Murray, je trouve qu'il cartonne bien cette année. Le coaching aussi, l'ancien coach côté offensif des Cardinals, je ne sais plus son nom, qui a coaché Kirk Cousins aussi. On voit qu'il fait du bon boulot avec Murray. Donc, tu veux dire que grâce à lui, Murray ne lance plus de briques? Bah ouais, si tu regardes Murray, il est quand même assez bien précis. Je trouve qu'il a vachement progressé. Merci messieurs. Passons tout de suite au premier match de la soirée, à savoir les Ravens contre les Chargers. FMB, je te laisse la main puisque tu y es déjà, puisque tu es déjà assis. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bah oui, c'est le Harbaugh Bowl, c'est la guerre des frangins. Le Harbaugh. Ouais. Donc ça va être chouette dans ce sens-là. Après, ce qui est chouette, c'est que les Chargers aussi progressent de plus en plus. Ils ont des receveurs qu'on connaissait même pas, comme McConkey, Johnston, Desley, qui était un tight end, qui faisait plus du bloc avant que receveur de passe. Et puis, de côté, on a Baltimore, un peu qui, pour moi, un peu... alors, je ne sais pas s'ils sont en perte de vitesse, mais je trouve que la défense tient moins la route. D'ailleurs, ils sont que 22e en termes de points encaissés. Bon, ils sont quand même 3e en sac. Ils ont 35 sacs dans la musette, donc c'est pas mal. Ils sont second versus le rush. Mais là, je pense qu'ils vont avoir quand même du boulot face à la jeune équipe des Chargers. Donc, ça va être la clé du match. Franchement, ça va être Lamar versus les DB des Chargers. Ou alors, on va avoir du Henry qui va courir à tout va. Alors, je pense que ça va être encore un bon test pour Lamar, pour voir. Moi, je ne suis toujours pas convaincu par Lamar, mais bon. Greg, qu'est-ce que tu en penses?
Je suis assez intrigué en effet parce qu'il y a des match-ups qui vont valoir le coup d'être vus. Oui, les Ravens certes sortent d'une défaite un petit peu problématique, notamment dans l'optique de l'obtention de la division. Après, je me dis que le calendrier est pas complètement désespérant, on va dire, les concernant. Il me semble qu'ils reçoivent encore Pittsburgh par exemple d'ici la fin de l'année. Donc, vu les prestations de Pittsburgh qui gagne quand même un peu trop de matchs, à mon sens, cette année uniquement sur des field goals, c'est pas encore sûr et certain. Enfin, j'enterrerai pas encore Baltimore tout de suite. Hein. Ils ont quand même mis une petite piquette à Denver il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Après, c'est vrai que sur cette opposition de style, je me dis que les Chargers sont étonnamment convaincants en défense cette année, presque plus qu'en attaque paradoxalement, alors que on pouvait s'attendre à avoir un gros jeu au sol. Alors on a eu cette résurrection justement d'un ancien des Ravens, J.K. Dobbins, sur le jeu au sol qui enfin n'est plus abonné à l'infirmerie. Mais c'est vrai que c'est défensivement avec une équipe qui a été un peu fait de briques et de broc, notamment sur la ligne défensive, qu'on a quand même une escouade qui tient à peu près la route. Après, est-ce qu'ils vont être capables, à l'instar des Steelers, qui il me semble ont un peu plus de potentiel et de profondeur, notamment sur les premières lignes, de contrer cette force de frappe offensive qu'a réussi à mettre en place Tom Monken, c'est là où je me dis que, en effet, les Chargers peuvent être un petit peu courts. Pour rejoindre ce que disait FMB il y a quelques secondes, on a quand même affaire à un groupe relativement jeune du côté des Chargers. On a vu qu'ils ont failli se prendre quand même les pieds dans le tapis face à Cincinnati dans un match qu'ils devaient remporter assez aisément et face à une défense qui était quand même beaucoup plus abordable, on va dire, dans les deux aspects du jeu que Baltimore, parce qu'en effet, Baltimore, c'est très permissif dans le domaine aérien, mais ça l'est beaucoup moins sur le jeu au sol. Et quand on sait que la principale force de frappe des Chargers cette année, comme je le disais, c'est la course, c'est là, en effet, où je pense que ça va être un duel, une confrontation directe assez intéressante. Savoir si on va pouvoir établir le jeu au sol du côté des Chargers face à cette grosse armada défensive sur les premiers rideaux de l'équipe du Maryland. Rémi? Ouais, match super intéressant. On a deux belles équipes. On parlait de course au playoff et de course à la position. Là, c'est typiquement deux équipes qu'on voit tous se qualifier pour les playoffs. Les Chargers restent sur une belle série de 4 victoires consécutives. On est en grande forme. On a parlé de cette défense très surprenante des Chargers. Si je dis pas de bêtises, c'est l'équipe qui a concédé le moins de points dans la ligue cette saison. Preuve quand même que c'est une équipe qui tient la route. Ils ont quand même dû déjà défier notamment les Chiefs, qui n'étaient certes pas en grande forme, mais ils ont aussi quelques beaux adversaires. La semaine passée, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. Je pense qu'on a vu un petit peu les travers dans lesquels peuvent s'enfoncer cette défense, justement. Et donc, voilà, match pour moi très ouvert. J'ai envie de donner mon petit avantage à Baltimore, qui sera peut-être un peu revanchard et qui a peut-être un peu plus besoin de cette victoire. On cherche peut-être une place de champion de division. Faut pas laisser filer les Steelers. On sait que les Steelers peuvent aussi s'effondrer et enchaîner les défaites. Donc je pense que c'est pas du tout fini de ce côté-là. Du côté des Chargers, on a une bonne défense, mais qui peut, à mon avis, craquer. On a un running game, comme l'a très bien dit Greg, qui fait le boulot largement, ce qui permet à Herbert de faire au final une assez belle saison. Je le trouve assez propre dans ses décisions. Il est clean, il ne force rien. Et quand on a besoin de lui, il est souvent là. Il a quand même un bilan de 13 touchdowns pour une seule petite interception. Lamar est assez propre avec le ballon aussi cette saison. Donc au final, ça va être une belle petite rencontre entre deux équipes, une en grande forme, à savoir les Chargers, et les Ravens, qui sont quand même, pour moi, l'un des favoris de ce côté. Donc petit avantage Ravens, simplement pour la nécessité de gagner le match. Mais ça va être un match très très intéressant. Deuxième thème de ce soir, c'était un choix de Monsieur FMB qui voulait nous parler de son petit chouchou Brock Purdy. Alors, c'est pas du tout mon chouchou. Mais... Oh, allez, un peu, tu peux le dire. Non. Un peu. Non, parce que en fait, je me pose la question, vu le match de la semaine dernière, où je trouve qu'il a fait vraiment des mauvais choix, et je me demande s'il soit. On peut se poser la question si le gars il régresse ou il atteint son niveau max. Étant donné quand même les 49ers sont à la deuxième attaque en termes de yards, et je crois qu'ils sont 8e en termes de points scorés. Et quand on regarde Brock Purdy, lui, il est classé quasiment 20e en pourcentage de complétion de passes. Donc on se dit qu'il y a quand même un maillon faible dans cette attaque. Et je suis désolé, mais c'est Brock. Donc si tu nous écoutes, Brock, fais quelque chose. Voilà.
Merci. FMB, deuxième match du soir, les Cardinals. Ils peuvent commenter, mes collègues. Hein. Ah pardon, vous voulez en parler? Ouais, bah ouais. Bah, c'est assez intéressant, je trouve, parce qu'on en a parlé beaucoup au début où il était fort critiqué dans ce sens qu'il était très très bien entouré et qu'il avait peut-être pas des stats magnifiques. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un excellent. Ça peut être un bon game manager quand il est bien dans sa tête. Je trouve pas qu'il ait un bras exceptionnel. Je trouve pas que ce soit effectivement un tout grand quarterback. On a vu qu'au niveau progression, on t'en parlait FMB, est-ce qu'il y a réellement une progression? Une régression, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est plus ou moins sur le même type de joueur. J'ai pas l'impression de voir une belle évolution. Et je vois pas trop vers quoi ça peut déboucher. J'exagérerais un peu le trait en disant il pourrait me faire penser, en étant extrêmement bien entouré, à un Mac Jones dans sa première saison avec les Patriots. Un gars qui... C'est sévère, je le trouve meilleur, hein, c'est sévère, certes. Mais dans le style, j'ai l'impression qu'il a peut-être pas les attributs physiques pour devenir un gros quarterback comme le sont certains. Quand je vois un Herbert, je vois parfaitement le potentiel, forcément. Quand je vois un Josh Allen, je vois le potentiel. Si je peux glisser, quand je vois un Drake May, je vois un peu de potentiel aussi. Quand tu vois un Bonix, il a le potentiel. Quand je vois un Bonix, je vois un potentiel. Je suis assez d'accord avec toi. Dans les faits, je pense que potentiellement, même si à l'instant T, il a forcément encore beaucoup de boulot, un Bonix doit devenir pour moi plus fort qu'un Brock Purdy au bout de 3 ans dans la ligue, 3-4 ans dans la ligue. C'est sûr. Pas d'accord, Greg. Il n'est pas d'accord. Non, oui, clairement pas d'accord. J'ai été sévère avec le Mac Jones, ça, c'était un petit tacle gratuit. Là, les mots étaient lâchés. En plus, j'aime beaucoup Brock Purdy. Hein, mais... Les mots sont lourds de sens. Bah, t'aimes beaucoup moins Mac Jones, manifestement. Mais apparemment, l'expérience t'a un peu traumatisé. Hein. C'est un peu comme au parc d'attractions. Hein. Tu la feras pas, celle-là. C'est ça, non, alors, juste pour nuancer légèrement, c'est-à-dire que je suis un homme de raison. Hein. Je ne mets pas en contradiction ça avec ce que vient de dire Rémi. Mais en ce sens que l'année dernière, j'apportais un petit peu de nuance sur le fait de dire Brock Purdy mérite le titre de MVP parce que, en effet, il y avait un Christian McCaffrey qui prenait cette place quand même indéniable dans le cahier de jeu offensif et qui faisait forcément briller tout le monde autour de lui. Et je pense que qu'on le veuille ou non, jouer avec et sans Christian McCaffrey dans ce système offensif, jouer avec et sans une partie de la ligne offensive pendant une certaine partie de la saison, c'est pas non plus totalement anodin. Et je pense que il y a des quarterbacks qui arriveront à s'en dépêtrer de manière comment dire, inévitablement, hein, encore une fois, quand tu es vraiment en haut du panier, quand on parle des Mahomes, des Allen, des joueurs comme ça qui sont capables de par leur mobilité, malgré des petits trous d'air sur la ligne offensive et une concentration plus accrue de la défense sur le jeu aérien du fait de l'absence du coureur vedette, ça peut en effet leur permettre de se sublimer et de gommer cela. Moi, je trouve que Purdy, à sa manière, il arrive un peu à faire front, il arrive malgré tout, je trouve, à apporter une certaine mobilité, à vraiment réussir à prolonger des jeux, ce qui n'était clairement pas forcément dans son profil de base. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'on l'attendait. On l'attendait plus comme un bon gestionnaire de poche, un game manager plus, mais certainement pas comme un joueur capable d'apporter ce profil entre guillemets double menace, parce qu'encore une fois c'est pas l'aspect principal de son jeu. Le gros bémol pour moi concernant Brock Purdy, au-delà, comme je disais, du fait qu'il arrive à prolonger les jeux au sol, qu'il arrive à trouver d'autres receveurs, parce que l'émergence de Jauan Jennings, qu'on le veuille ou non, par exemple, c'est aussi du fait de Brock Purdy et de cette bonne connexion. Il y a ce match à Tampa où il va chercher ce touchdown absolument dingue en coin de end zone sur George Kittle au moment où les Niners en ont besoin. Maintenant, le gros bémol, je trouve, c'est ces pertes de balles qui parfois font un peu de tâche. C'est ces espèces de fumble, interceptions un peu gag qu'on a depuis le début de la saison. On l'a vu contre Seattle, il y en avait une à peu près similaire à Minnesota en début d'année. C'est là, malheureusement, où je trouve ce qui était sa force ces premiers mois, on dira, en NFL, à savoir son aptitude à limiter au maximum les turnovers et à permettre justement à San Francisco d'avoir ce momentum permanent pour leur faciliter les victoires. Là, malheureusement, il y a toujours ce rythme qui se retrouve malheureusement cassé, même quand San Francisco arrive à reprendre les devants. Donc, il faudra qu'il arrive à gommer cette inconstance qui se remarque trop d'une semaine sur l'autre.
Encore une fois, on a vu à Tampa, malgré les circonstances, malgré une défense qui s'est écroulée sur le dernier drive où les Bucks marquent le field goal, l'attaque a quand même été capable en très peu de temps d'aller chercher justement les 3 points dans la foulée, notamment grâce à son quarterback. Il va falloir qu'il y ait cette régularité un peu plus prégnante, mais il va aussi falloir se dire qu'à un moment donné, le fait que McCaffrey ne soit pas là, même si un Jordan Mason ne démérite pas depuis le début de la saison, même si un Isaac Guerrero peut de temps en temps sortir du chapeau, et ce ne sera pas la même attaque des Niners et que forcément les défenses vont mettre un peu plus de pression sur Purdy, qui forcément va démontrer que il y avait des points sur lesquels le fait qu'il soit Mr. Irrelevant n'était pas non plus complètement farfelu et que peut-être qu'il y a des moments où il va peut-être un peu plus paniquer sous la pression dans la poche. Voilà, c'est un joueur à prendre avec ses qualités et ses défauts, donc c'est juste en ça que je nuancerais. Mais bien entendu, je pense que la majeure partie des fans des Niners ne sont pas à 100% satisfaits aujourd'hui du rendement de Brock Purdy, encore plus pendant l'absence de CMC. Merci beaucoup. FMB, tu vas remettre une couche, on est bon. Non, c'est bon, on est bon. Il remet plus à son âge. Moche. Ah là. Deuxième match de la soirée. Les Arizona Cardinals au Seattle Seahawks. Greg, je te laisse la main. Alors ce match il m'embête beaucoup parce que on a une équipe des Seahawks qui sort d'une victoire je trouve encourageante, moins qu'on puisse dire, mais en tout cas qui leur fait le plus grand bien, parce que je trouve qu'en termes de contenu depuis le début de la saison, notamment en défense, c'est vraiment pas l'équipe d'NFC West qui me rassure le plus. On me dira les Rams c'était pas fabuleux non plus, mais il faut quand même rappeler qu'ils ont eu une armada de joueurs à l'infirmerie pendant les premières semaines de saison régulière et que depuis qu'ils les ont récupérés ça tourne quand même un petit peu mieux. Cette équipe de Seattle, on parlait d'inconstance tout à l'heure, je pense qu'on est clairement là-dedans et peut-être que cette victoire à San Francisco peut être un succès référence dans l'aspect défensif tout d'abord, et aussi dans la capacité de Geno Smith peut-être à se libérer un petit peu plus. On sentait que dans le système offensif de Ryan Grubb, c'était un coup oui, un coup non. On avait vu des bonnes prestations, je pense au match à Détroit par exemple, qui était un feu d'artifice offensif, et d'autres rencontres où les Seahawks avaient été beaucoup plus en difficulté. Donc ça peut être un match qui fait du bien à Seattle. Le petit souci je trouve, c'est qu'ils vont recevoir une équipe des Cardinals qui, comme le disait FMB tout à l'heure, est quand même en pleine confiance. Ouais. Avec notamment le duo Murray-Connor qui est quand même assez inarrêtable depuis le début de la saison. Une défense qui, sans être extraordinaire, en tout cas en termes de nom de joueurs, arrive à être assez cohérente. Et en plus, moi, ce qui me perturbe encore plus dans ce pronostic, c'est qu'Arizona sort d'une bye week. Donc, sur un match de division, sur un match intra-division où les forces sont relativement nivelées, j'aurais pas de mal à me dire que Arizona peut-être poser problème à Seattle, qui a perdu en plus à la maison contre San Francisco, qui a perdu à la maison contre les Rams, si je ne me trompe pas. Donc, qui a démontré qu'en termes de... Voilà, que son terrain, je ne sais plus si ça s'appelle le Century Link Field encore aujourd'hui, mais où ça a encore changé de nom pour la 1000e fois. Mais en tout cas, c'est loin d'être un terrain imprenable comme ça pouvait l'être à l'époque, encore plus face aux adversaires de division. J'y vais quand même avec Seattle, encore une fois, pour le côté peut-être boost mental lié à la victoire du côté de la Californie. Mais franchement, je pense que c'est un match où Arizona peut poser beaucoup de problèmes à cette escouade des Seahawks, et on peut avoir un match extrêmement disputé de bout en bout. Pourquoi pas même une prolongation? Rémi non, FMB, non. pardon. Voilà. Alors, quoi dire de plus? On l'a dit tout à l'heure, c'est un match important parce que là, ils jouent la première place de la division. Moi, je suis assez fan de Murray cette année parce que les stats, elles sont belles. 12 TD, 3 int. C'est vraiment du bon job. 70% en completion rate. C'est vraiment bien. Il a encaissé que 15 sacs. Je crois que c'est une ligne, une des O-line qui on a le moins. Donc, je ne suis pas sûr de ça. Par contre, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Seattle, pour moi, alors là, je ne vois pas avec Greg. C'est que Seattle, ils ont eu du bol de gagner parce que la semaine dernière, Brock Purdy, les 49ers, ils n'auraient jamais dû perdre chez eux. C'est chez toi, le Rico, là? T'as la famille qui arrive? Non, c'est pas moi. Non, c'est moi, pardon. Ok. Et c'est ça, les professionnels. Hein. T'as vu, hein, on les bat. Hein. La poker face, j'aime bien. Non, c'est pas ça. C'est depuis qu'il travaille M6, il a une employée de maison, c'est pour ça. Ça va, je suis en mute depuis 2h30, j'oublie une fois de le mettre, je fais taper sur les doigts. C'est terrible, ça. Hein. Et donc, je disais, oui, Seattle a quand même du bol de gagner la semaine dernière, surtout
enfin, je comprends pas les 49ers. Enfin, on l'a dit, sur Brock Purdy, je pense que la faute du match est sur Brock Purdy. À ce niveau-là, on peut pas faire d'erreur comme ça et perdre chez soi. C'est dans une division comme ça, c'est pas possible. FMB, il y a des joueurs qui l'aiment pas. Moi, je dis Seattle parce que de toute façon, Brock Purdy va faire un mauvais match. Et puis voilà. Non. Seattle et Arizona, je pense qu'Arizona va mettre une fessée à Seattle. Franchement, ouais, je pense. Je pense que Seattle a battu Bonix, imagine un peu. Bah Rémi, c'est... Là, en plus, il y a aussi des armes côté Arizona qui sont intéressantes. Connor, moi je trouve qu'il assure. Ça fait des années qu'il assure, mais franchement, il est vraiment bon ce gars-là. Donc il y a Harrison qui progresse par rapport au début de la saison. McBride qui est top aussi. Il y a Wilson, un autre Wilson, c'est pas celui-là des Jets. Et face à une défense des Seattle qui est quand même 21e 21e pour encaisser, 25e contre le run. Donc là, face à Connor, il va se régaler, à mon avis. Et après, Seattle, je trouve que c'est quand même... ils sont vraiment dépendants de Metcalf. Dès qu'il n'est pas là, c'est la galère. Et après, c'est Kenneth Walker qui va un peu assurer dans les matchs très serrés pour gagner des yards et à l'ancienne bouffer du temps. Voilà. Sinon, mini-quiz pour vous. Ah, c'est pas l'heure que tu fais. Rémi. Le premier match entre les Cardinals et Seattle. Le premier match entre les Cardinals et Seattle. Ouais, l'année. Les Cardinals Arizona ou pas Arizona? C'est ça ma question. Ah, je sais pas. À cette époque-là, ils étaient où? À cette époque-là, ils étaient où? Les Cardinals? Ouais. Bah, Chicago, sûrement. Ou Phoenix? Chicago, du coup. Oh. Saint-Louis. Perdu. C'était en 76. Et c'était ça au Créteil. Ouais. Et les Cardinals avaient gagné à Seattle dans l'ancien dôme là, qui était tout pourri. 30-24. Ouais, tu vois. Avec Jim Zorn, pour ceux qui connaissent, et Steve Largent, côté Seattle. Ouais. Voilà. C'est toi, Rémi. Une belle époque. Bah écoute, je rejoins un peu Greg. Et pourtant, objectivement, quand je regarde un petit peu les forces en présence, j'ai envie de donner les Cards. Ils sont en forme, ça joue pas mal. Ils sont sur une belle série de victoires aussi. Je pense qu'il y a 4 victoires de suite du côté d'Arizona. Mais voilà, j'ai envie de croire que ces Seahawks peuvent ennuyer un petit peu tout le monde comme ils l'ont fait la semaine dernière. C'est pas une équipe qui est si facile à manier. Je les vois mal gagner facilement, certes, mais je pense que c'est une équipe qui peut un petit peu faire déjouer n'importe qui. On l'a vu la semaine dernière. Alors oui, on a parlé de Purdy, mais ça reste quand même une équipe très costaude que celle des 49ers. Et ils les ont bien fait déjouer. Ils ont réussi à minimiser un petit peu l'impact qu'avaient les joueurs offensifs, notamment des 49ers. Et donc voilà, cet aspect on plie mais on ne rompt pas pourrait peut-être suffire. Et surtout, je les joue parce qu'ils sont à domicile. Alors Greg l'a très justement souligné, c'est pas une très grande saison à domicile pour eux, loin de là. Mais en déplacement, voilà, c'est un peu plus compliqué pour les Cards en déplacement cette saison. J'ai envie de croire en une courte défaite des Cards. Match très ouvert, je pense que je pourrais changer d'avis 4-5 fois d'ici à dimanche. Mais voilà, je laisse la parole à Maître FMB qui a pas mal de choses à nous raconter, si j'ai bien compris. Ah, attendez, encore. Non, il nous reste un match encore. Il reste un match. Et ouais, 2 matchs. Tout pressé, Rémi. Bah tiens, Rémi, puisque t'es pressé, Vikings-Bears, go. Vikings-Bears. J'avais envie de dire Vikings, mais j'ai envie de dire les Bears. Je suis dans ma semaine surprise. Et donc, pourquoi les Bears? Les Vikings, en fait, je suis de moins en moins convaincu. J'ai l'impression, à la manière un peu d'une manière un peu différente, mais à la manière des Steelers, qu'ils ont un bilan un peu flatteur par rapport à leur niveau de jeu. Et ces dernières semaines, ça s'est un petit peu ressenti. Alors oui, ça gagne, oui, ils ont un bon bilan, oui, ils iront en play-off, mais malgré tout, j'ai un petit truc qui me bloque avec ces Vikings. Du côté des Bears, ça commence à être un petit peu la bérésina. On a une ligne offensive qui prend l'eau complètement.
On a du coup un rookie quarterback qui est en train de ramasser assez sévèrement. Je crois qu'il va prendre des stacks pour 3 saisons en une seule saison. C'est assez impressionnant, mais malgré tout, il y a des armes offensives. Il y a surtout une défense qui tient la route. Je pense que c'est une défense qui peut forcer pas mal de turnovers face à l'attaque des Vikings. Donc voilà, c'est sur ça pour moi que ça peut se jouer. C'est peut-être quelques turnovers, un peu de retard en début à l'allumage du côté des Vikings, comme ils l'ont fait notamment face aux Jags, où ils ont quand même couru après le score un bon bout de temps. Enfin, c'est une équipe qui était quand même extrêmement moyenne. Et donc voilà, j'ai envie de donner mon petit avantage, une petite surprise des Bears à domicile. C'est quand même pas un déplacement tout simple. Les Vikings ont quand même tout doucement pris l'habitude de jouer dans un dôme, et là il y aura un déplacement qui sera sans doute froid et assez compliqué. Voilà, on a une très bonne défense aussi du côté des Vikings, j'en ai pas parlé, mais on le sait très bien. Ça va se jouer de ce côté-là. Qui balancera le plus de turnovers et quelle défense sera la plus décisive au moment opportun. Donc voilà, surprise certes, je pense que les autres ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai envie de croire que ces Bears peuvent sortir encore l'un ou l'autre gros match. Ils l'ont fait cette saison, pas beaucoup, et dernièrement encore moins, mais voilà, peut-être un match référence pour eux. FMB? Non, Chicago, je ne les vois pas gagner. Même chez je trouve ils progressent, mais Minnesota a quand même une super défense. Ouais. Brian Flores a quand même fait du bon boulot. Ils sont 2e en sac, donc Caleb Williams, là, il va falloir qu'il court, mon gars. Là, il va falloir galoper. Ouais. L'objectif est de 10 sacs, à mon avis. La défense de Minnesota n'a pas pris, je crois, plus de 20 points dans chaque match. Ils sont 5e à la passe en défense. Ouais. Bon, Chicago n'a pas marqué de TD depuis 2 semaines, côté Caleb Williams. Alors, c'est vrai, ce qui est quand même incompréhensible, c'est c'est là où je te rejoins, Rémi, il a quand même un bon corps de receveurs avec Moore, Allen et Ondunse. C'est des gars qui sont bien. Allen, il met pas toujours. Je trouve qu'il a toujours de bonnes mains. Il arrive bien à se détacher de ses DB. Je trouve qu'il fait vraiment de beau boulot, mais je comprends pas cette attaque. Moi, je pense qu'il y a un problème côté coaching, franchement, parce que sans doute. Au niveau, je ne sais plus qui c'est les coachs côté Chicago, j'oublie toujours. Là. Côté offensif, Greg il va nous le dire parce qu'il révise ça toutes les semaines. Mais je trouve vraiment. C'est gentil de me poser la question vu qu'il vient de changer de coordinateur. Ouais, voilà, mais c'est pour ça que je te le dis, il y a que toi qui peux le faire. Et enfin, bref. Et la semaine passée, ils étaient loin d'être ridicules. Hein. Ils sont quand même pas loin mais c'était quand même laborieux. C'était laborieux. Ouais. Et sinon, alors. À votre avis, qui mène les séries entre les deux? Je serais tenté de dire les Bears quand même, mais... Je dirais les Bears aussi, ouais. Ouais, 66 à 58 et 2 matchs nuls. Ah. La remontée est en cours. Bon, les Vikings, il y a eu beaucoup d'années avec et beaucoup d'années sans. De mémoire. Bon. J'enchaîne du coup. FMB, tu prépares ton quiz, ça va être à toi bientôt. Écoute, Greg, ton avis sur le match. Greg, c'est bon. Attends, tu te rends compte, il a besoin de mettre en condition FMB, genre il a besoin de s'échauffer pour faire un quiz, quoi. Mais grave, c'est énorme. Faut qu'il se réveille, quoi. Je suis d'accord globalement avec ce qu'a dit Rémi. Justement, je trouve que c'est un complot. Exactement. En même temps, sur l'écran, on voit que c'est les deux seuls qui ont voté pour Chicago. Donc en même temps, il y a des chances que tu sois un peu d'accord. C'est pour ça. Donc, pour le coup, le match contre Green Bay m'a pas semblé déconnant. Alors, de mémoire, les Bears sortaient d'une bye week. Donc, ça peut aussi expliquer le fait qu'ils aient vraiment tenu sur l'ensemble du match. Et également parce que quand même, sur le papier, depuis le début de la saison, on voit quand même plus de choses cohérentes du côté des Packers. Je pense en effet que tout va pas s'arranger du jour au lendemain parce que la ligne offensive de Chicago est ce qu'elle est. Et Caleb Williams a quand même, je trouve, cette gestion de la poche qui reste encore extrêmement problématique et qui n'est pas forcément... amélioré par la confiance qu'il peut avoir en ses linemen. Donc là, c'est sûr que si déjà face à la défense de Green Bay, ça pose problème et que tu es limité à moins de 20 points, face à la défense des Vikings qui est excellente depuis le début de la saison, en effet, ça peut également être coton. Maintenant, je pense que même sans être un match
avec énormément de points à disposition. Je pense que Chicago a moyen de remporter un match assez étriqué. Faut quand même pas perdre de vue que ces dernières semaines, Sam Darnold, c'est quand même pas très très joli. Il gagne à Tennessee, il marque quoi, 23 points à Tennessee dans un match qui domine de la tête et des épaules. Je parle même pas du match à Jacksonville où c'est une bouillie de football et où Minnesota gagne sur 4 field goals alors que l'attaque des Jaguars ne fait qu'un drive. Contre Indianapolis, c'était compliqué aussi. Enfin, tout ça pour dire que voilà, Minnesota va chercher les matchs qu'il faut aller chercher et j'ai un peu peur pour eux qu'on se retrouve dans le même scénario qu'il y a 2 ans avec une attaque moins forte sur le papier et où du même coup, dès le premier tour en playoff, malheureusement, tu sors parce que voilà, malheureusement, il y aura peut-être pas assez de profondeur, ou en tout cas de constance sur tous les postes. Mais voilà, en tout cas, en saison régulière, ils font le taf, ils vont chercher les matchs qu'il faut aller chercher. Mais je me dis que cette équipe de Chicago, encore une fois, qui a cherché à se remobiliser plus d'une fois en attaque avec des réunions, notamment avec Shel Wodron, qui n'ont pas été productives, où il a fallu changer de cordeau. Les bons échos qu'on a globalement, alors ça veut tout rien dire parce que d'une semaine sur l'autre, ça peut très vite changer avec l'arrivée du nouveau cordeau Thomas Brown. Je pense que déjà, on va beaucoup plus insister sur le jeu au sol. Je trouve qu'on a un DeAndre Swift, par exemple, qui est beaucoup plus impliqué dans les appels de jeu et surtout beaucoup plus productif. Donc, je pense que c'est ce qui peut mettre en avant les points forts potentiels de cette O-line, s'il y en a. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais en tout cas, ça peut poser des problèmes à cette équipe de Minnesota et justement permettre d'assurer cette gestion de l'horloge et mettre un peu plus en difficulté l'attaque de Minnesota dans cette possibilité de trouver du rythme. Et donc, je persiste ici. Je vois potentiellement une victoire de Chicago sur un score assez étriqué. Allez, un bon 13-10 avec panache de la part des hommes de Matt Eberflus. Messieurs, il est l'heure. Du Paléo Quiz, du Survivor Quiz. Dans la Expert World Cup, je vous rappelle qu'Olivier avait pris quand même la tête sur Rémi qui a tenu le crachoir pendant longtemps. Non, mais c'est truqué, c'est un complot. Voilà. Moi, il suffit d'être là pour être premier, c'est parce que je me suis absenté pendant 2 semaines. C'est un peu ça. Si à l'école, tu as les bons points, la présence se fait un peu sentir. Voilà. Mais je te rassure, FMB, puisque tu es là ce soir et que tu fais le quiz, tu gagnes 50 points gratos. Super. C'est génial, ça. Bon, ça ne fait pas forcément monter beaucoup dans les sondages, ça te fait juste passer devant Scooby. Scooby, ok, bon, ça va. L'honneur est sauf. Et Greg, tu es un peu dans le trou, donc il faut quand même que tu t'en sortes. Voilà, c'est très simple. C'est très simple, les gars. Donc, c'est un quiz Survivor. Donc, alors, Rico, tu joues. Explique comment ça marche. Rico, tu joues aussi. Ah bon? C'est censé être moi. Donc, même les abrutis peuvent jouer. Vous pouvez jouer chez vous, c'est simple. Il faut répondre vrai ou faux. Donc, dans les probabilités, vous avez une chance d'aller en finale, même si vous ne connaissez rien. Attends, il y a combien de questions alors? Ça dépend de qui va être éliminé rapidement. Si vous êtes éliminé déjà en premier. Ah ouais, c'est vraiment Survivor, quoi. Ah ouais, ça va aller. Ça peut être très court cette séquence. C'est ça. C'est un anti-quiz Scooby alors. Ouais. C'est ça. Exactement. Rico, il voulait une émission courte et rapide. Donc, là, ouais, j'ai rien dit, moi. On m'est servi. Alors, première question. Vrai ou faux, il y a un nom de joueur sur le ballon de football NFL? Bleu. Non, c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il y a un nom de joueur? Oui. Ok. On répond tous en même temps, c'est quoi l'histoire? Vas-y. Rémi, vas-y, commence. Tu dis quoi, vrai ou faux? Moi, je dis vrai. Ok. Greg? Je dirais vrai aussi, pardon. Okay. Alors moi, je veux dire faux pour casser les couilles. Et que ça s'arrête. Rico a gagné. Salut. C'était bien. Les gars. Allez, bye. Le Duke. Merci, au revoir. Sympa. Alors, comme quoi, il faut avoir une grosse culture foot pour gagner. Et vous avez jamais... Exactement. Vous avez jamais tenu un ballon de foot de NFL dans les mains? En fait, il se trouve que... Attends, laisse-moi finir. Pour répondre. C'est la signature du... Ouais, c'est pas moi pour le coup. Là, personne sonne à ma porte. Il y a écrit Wilson. T'as dit tout à l'heure, il y avait un joueur qui s'appelait Wilson. J'ai la preuve, j'ai un ballon au-dessus. Ouais, mais c'est un ballon de collège, celui-là. Non. J'avais dit NFL. Et donc, le nom qu'il y a sur le ballon NFL, c'est The Duke. The Duke, ouais. Exactement. Mais il a appris. Bon, heureusement que Greg a jamais joué de sa vie. Et donc, The Duke, c'était qui The Duke?
C'était pas un joueur en fait, c'était le fils du propriétaire des Giants dans la famille Mara. Ah, Et en fait, j'avais déjà entendu cette histoire en plus. le fils, tous les joueurs l'appelaient The Duke, parce que le duc, comme c'était le sexeur de la famille. Et en fait, son père, ou c'est lui qui a signé un contrat avec Wilson pour toute la ligue. Très bien. Ah, ouais. Voilà. Enfin, C'était une du coup, anecdote. Rico, bravo. J'ai pas entendu toute l'anecdote, mais du coup, donc ça c'est pour confirmer que c'est un ballon de college football alors. C'est ça. Le D'accord. NFL. Ouais, et t'as combien, C'est pour ça qu'il y a écrit college football sur le ballon, donc du coup je pose la question. Alors, t'as combien de questions en stock encore? Parce que ça, c'est un faux. Normalement, tu n'as pas de bande Ah blanche. ouais. Sur les Ah pros, ouais. ils n'ont pas de les bandes blanches. C'est qu'en universitaire. C'est vrai que d'accord. le Duke. Ok. Voilà. Et il y a la signature de qui sur le ballon Du commissionnaire de la Ligue. Ah mais Bah d'accord, oui, hein. très bien, très bien. Oh là là. Alors, bravo. t'as combien de questions alors du coup total? Bah, Après, une. j'en ai d'autres. Ça va J'en ai être- une. Alors, une facile, parce que j'avais prévu un mélange de facile et de. Quoi, ça c'était compliqué? Non. Il fait Ah le non, malin. vraiment, non. En Mais- même temps, tu poses la question à 3 mecs, il n'y en a qu'un seul qui a joué, quoi. Ah, mais t'as jamais joué avec un ballon de NFL, donc. Je Alors, sais pas. allez, une autre question. Ah, les Oh, j'ai mon mousquetaires, idée. ils viennent tourner aux États-Unis. Ouais. Parce que, tu sais, en vrai, j'étais en Une vacances à un facile. training camp des Browns, tellement ils sont désespérés, quoi. Tu vois. Ah, il a fait un try-out sur la ligne, Deshaun Watson s'est blessé la semaine d'après. C'est lui qui l'a massé, apparemment. Ouais. Bon, vas-y, donne-nous une question sur ton quiz là. Alors, Une on facile. va parler des Waterboys. Alors, non. Tyreek Hill était running back en collège. Vrai ou faux? Ça c'est vrai par contre. Ouais. Rémi? Vrai. Bon, je veux dire vrai aussi, ils ont l'air convaincus, vraiment. Tu, me- ouais. eh, tu me dis faux, je C'est raccroche. vrai. hein. C'était vrai. Ouais. Ouais. Alors, une un peu plus difficile. Steve DeBerg, dans les années 80, il était QB aux 49ers. On lui a mis une enceinte sur son épaulière pour qu'il communique plus facilement avec sa ligne. Vrai ou faux? Attends, Non, sur son ça- épaulière? Ouais. Moi, c'est l'épaulière qui m'emmerde. Du coup, le vrai et faux, c'est sur le fait qu'il ait joué aux Niners ou qu'il ait une enceinte. J'avais déjà dit fou sur les Il a joué Niners. aux donc, Niners. Parce que du coup, j'y vais au bluff. Alors je dis vrai et faux. Non, comme ça j'ai bon quoi qu'il Non, arrive. non. C'est vrai ou faux? C'était pas je sur son dirais- épaule. je C'était dirais pas ouais. sur son épaule. C'est ça. Bah, je vais dire vrai, parce que si tu l'as inventé, bravo. Greg? Ouais, je dis vrai moi. Là, j'aurais donc Rico, il va dire faux. Bravo, Rico a gagné Ouais, le point. bravo, Félicitations Rico a à gagné, lui, il a quelle gagné connaissance 150 du football. Moi, l'enceinte sur les épaulières, je vois pas trop comment, quoi. Faux? C'est vrai. Ah. Il avait reçu un coup au larynx, il lui avait construit un micro là, et derrière. T'as il pas avait dit mis que c'était un joueur handicapé aussi. Hein. Voilà. Ah bah, ça devait être pratique, cette histoire. Vas-y, continue, il y a encore 2 à départager, là. Hein. Mais non, mais de toute façon, c'était Survivor. Bah oui, mais vous avez gagné, tous les deux. Rémi et Greg, vous avez tous les deux dit vrai. J'adore, il dit j'ai plein de questions et au bout de 3, il fait bon bah c'est bon de toute Ça, façon. ouais, avoir c'est d'autres. Survivor, de toute façon, C'est les une gars. victoire morale. pour tout Attends, le moi je monde. fais pas 50 points pour un quiz à 3 questions. Hein. C'est toi qui les gagne les points, Rico. Ah, le mec il a pris 50 points, il a fait c'est bon, la fin de journée pour moi, salut les gars. En plus, il a réussi à éliminer les 2 seuls qui sont en course. Eh, je suis crâne, Rico, je suis crâne. Oh là là, c'est honteux. C'est une escroquerie, on s'en souvient. Rico qui vient de gagner 2600 points en plus, fait chier. Les Rams, aux Eagles, ça Ah. un peu de Non, la mais C'est merde. les Eagles chez les Rams en plus. Hein. Je sais pas pourquoi tu dis les Ah. Rams chez les Eagles. Ouais, hein. c'est les Eagles, c'est les Rams. Rien que pour ça, on Quoi va retirer tous tes points. Qu'est-ce que tu Ouais. dis Ouais. Attends. C'est les Rams C'est qui les- reçoivent les Eagles. Ouais, c'est les Rams qui Ah, reçoivent. ouais. je me suis planté, excusez-moi. Gna, gna, gna. Putain, casse-couille, toi. Et ben Non, voilà. mais ça Bah, peut arriver à tout le monde. FMD. Moi aussi, je me suis trompé sur Wilson. pour la peine, FMD, vas-y, c'est toi qui commence. On a marre de tous ces relous. Ça risque vraiment d'être un beau match quand même. Enfin, j'espère. Les Eagles sont toujours présents. Ils ont 6 victoires d'affilée quand même. Donc, c'est essentiellement, ils ont quand même un bon, je dirais, un jeu de course avec Barkley, mais Gainwell aussi, et puis Hurts. Hurts qui marque plus de TD à la course qu'à la passe. Hein. Mais bon, c'est comme ça.
Par contre, les Rams aussi, je trouve qu'ils remontent un peu. Ils ont quand même une bonne défense contre la course, donc ça va être intéressant. Ils sont 7e face au rush. Ils sont 21e en passe défensive, donc là, ça va être intéressant de voir comment ils vont forcer Hurts à balancer. Et ça, j'espère qu'ils vont le faire. Mais il y a aussi ce qui est impressionnant ce côté Rams, c'est leur D-line. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot malgré le départ de McDonald's. Et je suis assez impressionné par la qualité quand même de cette D-line. Voilà. Après les Rams aussi, côté Matthews offensif, avec Matthews et tout son corps de receveurs, ça c'est magnifique. Avec Puka et Kupp, on en a parlé plein de fois. Donc ça va être plutôt la clé du match aussi dans ce sens-là. Et c'est, les Rams, à mon avis, ils vont forcer Hurts à lancer. Et de l'autre côté, c'est comment les DB des Eagles vont arrêter le receiving corps de Matthews. Sachant que là, quand même, la O-line des Rams, je crois qu'ils sont pris 0 sac la semaine dernière. Donc c'est assez intéressant de voir par rapport avec la D-line des Eagles. Et sinon, mini quiz, qui mène la série entre les Rams et les Eagles? C'est les Eagles. Je dirais les Rams. C'est Greg qui a gagné. C'est les Rams de 23 à 20 Bravo. Et un match nul. On en reparlera dans 5 ans. Ça n'aura pas de Rémi, à toi. À moi. Match très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé un petit peu des Rams en état de jouer au football tout simplement. Quand ils ont leurs joueurs sur le terrain et pas à l'infirmerie, c'est tout de suite plus sympa. On a vu un Stafford très à l'aise la semaine dernière, un peu trop à l'aise à mon goût d'ailleurs. On a vu des Nakua et Kupp qui retrouvent un petit peu de bien belles couleurs. Ils ont tous les deux dépassé la barre des 100 yards la semaine dernière, avec un Stafford qui dépasse qui se rapproche des 300 yards. Donc on a une équipe qui renaît un petit peu, avec un jeu au sol qui était déjà relativement présent et assez intéressant de ce côté-là. En défense, on a toujours une équipe très jeune, mais avec de gros talents. Au niveau du jeu au sol, quand ça tourne bien, c'est vraiment très impressionnant parce qu'ils peuvent littéralement éteindre le jeu au sol adverse. Il faudra faire très attention. C'est effectivement la menace de Jalen Hurts au sol qui est un peu différente. C'est vrai qu'on sait que pour le running back, c'est compliqué, bien qu'on devra se méfier de Barkley qui fait une excellente saison. Ça va être un duel assez explosif pour moi, le running game de ces Eagles face à la défense de course de ces Rams qui est vraiment costaud. Au niveau de la défense et de la secondaire, c'est peut-être un peu plus faible du côté des Rams, un peu plus compliqué par moment en tout cas. Il y a quelques trous d'air qui peuvent faire un petit peu mal. Faudra pas laisser AJ Brown tout seul une ou deux fois parce que ça pourrait coûter très cher. On a quand même un Devonta Smith qui est quand même pas le plus mauvais des receveurs derrière non plus. C'est pourquoi j'ai l'impression que ces Eagles sont peut-être un peu plus complets à l'instant T pour se débarrasser de ces Rams. Les Rams sont pour moi dans la pente positive, on va dire. On est en train de se trouver. La saison est encore longue, ils ont un bilan qui leur permet encore d'y croire. Dans une division, ils peuvent encore y croire, justement. Et du côté des Eagles, c'est vrai que c'est la grande forme. On enchaîne les victoires, avec quand même, je trouve, la manière. Et donc voilà, match très intéressant. Je pense que ça peut scorer pas mal, malgré le fait que les défenses ne soient pas mauvaises, loin de là. Mais on a quand même une force, une armada offensive des deux côtés qui va être compliquée à stopper. Petit avantage aux Eagles, mais match très très intéressant. Et Greg, comment tu Écoute, sur le papier, oui, les Eagles pour moi sont assez nettement favoris. Je pense qu'il y a des forces qui sont assez similaires, notamment dans les tranchées. Je pense que les lignes défensives peuvent poser des problèmes dans des proportions assez différentes, parce que j'irai pas jusqu'à comparer la O-line des Eagles à celle des Rams, qui depuis le début de la saison est plus que poreuse, même si on a un petit peu rectifié le tir, mais face à des adversaires qui étaient un peu plus abordables également. Donc ça va quand même être un paramètre à prendre en compte, et pour moi il y a un facteur qui semble donner quand même un ascendant sur le papier peut-être en faveur des Eagles, c'est notamment le jeu aérien.
parce qu'il y a un corps de receveurs, on l'a dit, le fait que Kupp et Nakua reviennent, c'est forcément une bonne chose, mais face à un backfield défensif, je trouve, des Eagles, qui, notamment avec l'incorporation des Quinion Mitchell, Cooper DeJean, arrivent quand même à monter en puissance par rapport à ce qu'on pouvait voir l'année dernière et au boulevard qui était laissé dans l'arrière-champ, notamment par James Bradbury. De l'autre côté, certes, Jalen Hurts a ses limites dans le domaine aérien. On sait que sa puissance de bras n'est pas son allié. On sait qu'il s'appuie beaucoup, peut-être un peu trop parfois sur la différence en 1 contre 1 qu'arrive à réaliser A.J. Brown. Maintenant, il y a Devonta Smith, il y a Dallas Goedert, il y a un nombre de cibles assez important face à un backfield défensif des Rams qui, comme le disait Rémi tout à l'heure, est quand même assez paraît en tout cas un petit peu quelconque par rapport à d'autres forces de la ligue. Moi, je vais le dire très clairement, j'y suis allé presque avec un côté déraisonnable, c'est-à-dire que pour moi, les Eagles sur le papier sont favoris. Maintenant, c'est un match qui, sauf erreur de ma part, est en prime time dimanche. Ça peut avoir tendance à niveler un petit peu l'écart, je pense, entre les deux formations. Je ne vais pas dire que le public va jouer sa carte, parce qu'à Los Angeles, on sait très bien comment ça se passe. Il y aura sûrement plus de verts que de jaune et bleu dans les tribunes. Mais je me dis que c'est un match où, encore une fois, sur une rencontre coup près, un petit peu à l'instar de ce qu'on avait vu il y a quelques semaines quand les Rams avaient reçu les Vikings, même si les Eagles, bien entendu, ont une force de frappe offensive beaucoup plus notable que celle des Vikes. C'est un match que Los Angeles doit absolument gagner dans cette NFC West qui, encore une fois, est ultra compétitive, avec ce bilan de 5 victoires, 5 défaites à la maison, face à une équipe comme les Eagles, qui peut être potentiellement un futur adversaire en playoff, sait-on jamais. Je pense que c'est important pour les Rams d'aller chercher ce succès. Donc voilà, je me dis qu'il y a peut-être 20-25% de chances que les Rams s'imposent sur ce match-là. Mais je veux bien leur laisser le bénéfice du doute sur cette partie, même si les Eagles, en effet, ont la main chaude, notamment depuis leur bye week. C'est quand même super sympa de ta part. T'as vu, je suis comme ça, moi. T'étais pas obligé de leur laisser... Il y a des enculés qui n'auraient pas laissé le bénéfice du doute. Mais après, je suis un peu biaisé. Hein. Tu sais, moi, j'ai grandi avec les Rams avec le Greater Shore Turf. Hein, donc, peut-être que ça joue aussi dans mon inconscient. Si t'as biaisé avec des Rams, moi, après, je ne vais pas m'en mêler. C'est pas chacun sa merde. Voilà. Bon, merci beaucoup, messieurs. La semaine, c'est Thanksgiving. Donc, le programme sera peut-être un peu bouleversé. On verra bien. Moi, je vais manger de la dinde ce week-end parce que, voilà, pré-Thanksgiving, tu vois, le pré-game un petit peu. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine de match. Greg, tu nous rappelles quand est-ce qu'on peut t'écouter, te voir sur M6 ? Sur M6, du coup, prise d'antenne sur M6+, donc vers 18h50, dans ces eaux-là, comme disait Émile. Le match entre les Indianapolis Colts et les Detroit Lions. Donc voilà, 2 candidats quand même malgré tout au playoff, hein, puisque Indianapolis est un peu repositionné dans les principaux poursuivants, même si on le disait tout à l'heure. Dans la FC, il y a un petit écart. Non, je persiste ici. Attention, les Colts vont jouer chez les Broncos dans quelques semaines. S'il y a victoire face à Détroit, ça peut relancer la franchise qui reste sur une victoire avec panache sur le terrain des Jets. Donc voilà. Attention. Gros duel entre la O-line des Lions et la D-line des Colts, je n'en démords pas. Merci beaucoup, messieurs. Même si vous ne le faites pas, je vous souhaite un bon Thanksgiving un petit peu en avance. Voilà. Et puis, profitez bien. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao.